Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Aurélie Péréten, la directrice du musée. Un simple mot rapide pour vous souhaiter la bienvenue pour cette université d'été, présidée par Monsieur Cochet, que je remercie une première fois, ce ne sera pas la dernière. Voilà, je remercie bien sûr tous les intervenants qui ont accepté de venir passer ces journées de chaleur au musée de la Grande Guerre. Mais vous avez vu, là, il y a la clinique, on est pas mal. Voilà, université d'été cette année sur la thématique, évidemment en lien avec l'exposition temporaire Famille à l'épreuve de la guerre, que vous allez pouvoir avoir l'occasion de découvrir ce midi. Un sujet très riche et une majorité de nos intervenants faisaient d'ailleurs partie du conseil scientifique de cette exposition, donc je les remercie aussi évidemment pour ça. Voilà, on va passer 2 jours ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. On vous reparlera des aspects pratico-pratiques au fur et à mesure. Un petit mot juste sur la grille. C'est filmé et je remercie l'association de la BHG ici présente, partenaire fidèle. Voilà, essayez de ne pas passer devant la caméra, mais voilà, c'est juste ça, sauf si vous voulez être sur la vidéo. Voilà, bonne journée et je passe la parole à François. Merci Madame la Directrice. Bonjour à toutes et à tous. C'est notre 6e session de l'Université d'été. Donc ça fonctionne. Je vous remercie d'être héroïque, puisque à l'heure où la France est totalement hystérisée par le foot, vous avez fait la démarche courageuse de préférer venir à l'Université d'été. J'espère que nous n'entendrons pas quelques hurlements cet après-midi. Nous sommes à peu près à l'abri, à peu près à l'écart de la ville, mais on ne sait jamais. Bien, en tout cas, merci à toutes et à tous. Pour la première fois, Aurélie Péréten, la directrice et toute l'équipe de Meaux a souhaité qu'il y ait un lien scientifique entre l'exposition temporaire et les thématiques de cette université d'été. Donc effectivement, nous allons travailler durant 2 jours sur les thématiques de la famille. Ça n'est pas mon cœur de spécialité, il faut bien le dire, mais effectivement c'est un thème très important et qui a été profondément renouvelé par l'historiographie contemporaine. Je crois que nous avons réussi depuis 6 ans à instaurer un climat dans ces universités d'été, un climat qui marie à la fois, je dirais, le travail et la décontraction. J'espère qu'il en sera encore le cas cette année. Et puis je vous rappelle aussi que ces universités d'été ont pour autre but, pour autre fonction, de faire connaître davantage mieux encore les collections du musée. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois nous faisons effectivement des visites ciblées en lien avec les thématiques de cette université d'été, puisqu'il s'agit effectivement de mieux faire connaître ces collections. Voilà, donc nous allons commencer. Alors je vais commencer pour ma part par une modeste introduction scientifique. J'ose espérer que je n'enfoncerai pas trop de portes ouvertes. Il m'a semblé quand même extrêmement important, en bon historien, ou en moins bon historien, diraient certains, mais peu importe, de contextualiser. C'est-à-dire, voilà, nous allons parler durant 2 jours de la famille et de ses évolutions dans la Grande Guerre, mais j'allais dire de où partons-nous? C'est-à-dire qu'il me semble que dans un premier temps, il convient de dresser un bref bilan de ce qu'est la famille française, ce que sont les familles françaises en 1914. Alors, vous aurez d'autres interventions plus pointues que la mienne sur les dimensions démographiques, mais il est bien évident qu'il faut commencer par positionner la France et la famille française dans des évolutions démographiques. La France, c'est au recensement de 1911, c'est 41 420 000 habitants. En 1914, c'est 41 630 000. Donc vous notez d'entrée de jeu la faible progression démographique. Il est de notoriété que la France et les Français ont commencé dès 1870, pour le moins, à faire moins d'enfants que des pays similaires, que l'Angleterre, que l'Allemagne notamment. Je vous rappelle que jusqu'en 1795, la France est le pays le plus peuplé d'Europe, Russie comprise.
que ensuite vous avez des phénomènes d'inversion, puisque entre 1795 et 1866, la France passe en termes de simple population au deuxième rang derrière la Russie, puis entre 1866 et 1911, eh bien, elle passe en troisième rang derrière la Russie et l'Allemagne. Donc, en termes de population, on a, de population totale, de population globale, la France est désormais un pays d'immigration, avec des arrivées de Belges notamment, d'Italiens également. Et puis, parce que ça va être au cœur de certaines réflexions durant ces 2 journées, 850 000 femmes sont des épouses ou des compagnes d'exploitants agricoles, ou des épouses d'ouvriers agricoles, et c'est extrêmement important de le signaler d'entrée de jeu, puisque ces femmes sont intégrées dans un processus de travail, mais non reconnues officiellement comme travailleuses. Hein, donc ça va être au cœur de certaines réflexions. Alors, quelques éléments d'analyse des éléments familiaux, si vous voulez. Je pense quand même qu'en 1914, il faut se référer constamment au Code Napoléon. Hein, parce que c'est quand même ce Code Napoléon qui structure les familles françaises de 1914. Alors disons clairement que la femme est une citoyenne, un citoyen secondaire. Hein, si en plus elle n'est pas mariée. C'est un être mineur, c'est un être incapable au sens juridique du terme si elle est mariée. En revanche, elle a égalité stricte avec l'homme en ce qui concerne la législation sur l'impôt et la législation répressive, hein, le recours à la prison par exemple. L'enfant, ben, l'enfant, bien évidemment, même si ces propos sont un peu généralistes, et je m'en excuse, l'enfant n'est pas perçu de la même manière selon que nous sommes à la campagne, dans les milieux ouvriers ou dans les milieux bourgeois, c'est une évidence. L'enfant, c'est une bouche à nourrir, mais c'est aussi un bras, enfin des bras, hein, notamment dans les familles rurales. L'enfant bourgeois commence, à mon sens, à découvrir, et je me réfère aux très beaux travaux qui ont été pionniers il y a une quarantaine d'années, un peu plus même de mon bon maître Maurice Crubelier à Reims, qui avait en quelque sorte initié l'histoire culturelle et qui avait montré combien, dans la bourgeoisie urbaine, bien évidemment, on commence à découvrir, dans les années 1890 notamment, le sentiment d'adolescence. C'est-à-dire qu'on commence à voir apparaître une strate d'âge qui n'était pas perçue en tant que telle auparavant et qui commence à émerger, en tout cas dans les milieux bourgeois. Dès que les couples accèdent à la propriété, il y a quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, me semble-t-il, c'est que le nombre d'enfants diminue. Pour des raisons simples, liées aussi au Code Napoléon, c'est que, eh bien, on a un partage des héritages qui se fait selon une division entre tous les enfants, ce qui est assez catastrophique, on le sait, dans la propriété rurale, puisque ça aboutit à un morcellement. Les pères et les époux, eh bien, le Code Napoléon établit très clairement une supériorité du mari dans le ménage et du père dans la famille. Donc double supériorité, hein, de l'homme blanc, dirait-on aujourd'hui dans les médias. Ceci dit, le mari se doit aussi d'assurer un certain nombre d'obligations à l'égard de son épouse notamment. Il lui doit protection, il lui doit le vêtement, il lui doit la nourriture, et il lui doit des remèdes en cas de maladie. Hein, en revanche, la femme doit obéissance. Hein, et faisons un effort d'imagination. Hein, nous sommes un siècle et plus d'un siècle en retrait, et effectivement, la société de 1914 n'est pas celle d'aujourd'hui. En ce qui concerne les pouvoirs que j'appellerais domestiques, si vous voulez, le mari a la haute main sur l'argent, c'est lui qui gère le budget. Dans les milieux salariés, je rappelle que jusqu'en 1907, le salaire d'une femme salariée est versé au mari. Hein. Donc une situation de dépendance complète. Et le mari a le droit de vérifier les fréquentations de son épouse, les sorties de son épouse. Hein. Alors que le contraire est illégal. Donc vous voyez, situation effectivement très radicalement en faveur de l'homme. Alors,
L'homme est aussi seul juge en matière d'éducation et de mariage de ses propres enfants, y compris pour les garçons jusqu'à l'âge de 25 ans, c'est-à-dire au-delà de la majorité légale de 21 ans. Donc une société effectivement très patriarcale. C'est seulement à partir de 1907 que ce qu'on va appeler le système des biens réservés permet à une épouse travaillant de profiter de son salaire. Donc vous voyez, 1907, c'est bien entendu très peu de temps avant le déclenchement de la guerre. En 1913, on a environ 37% des femmes qui produisent un travail rémunéré, hein, ce qui pose le problème des épouses d'agriculteurs qui, elles, travaillent mais sans être véritablement rémunérées. 37% de travail rémunéré, c'est moins que dans des pays comparables, c'est moins qu'en Angleterre, c'est moins qu'en Allemagne. D'où là peut-être une certaine illusion que l'on va avoir durant la guerre de penser que les femmes accèdent plus au travail industriel. Oui, c'est à titre temporaire d'ailleurs, nous le reverrons, mais c'est aussi parce qu'il y a un phénomène de rattrapage par rapport à ce qui s'était passé antérieurement en Grande-Bretagne ou en Allemagne, par exemple. Hein. Donc effectivement, une famille qui est encore marquée fortement par le Code Napoléon dans ses fonctionnements, une vieillesse, là encore une vieillesse qui est à géométrie variable selon les milieux sociologiques, hein, c'est une tautologie ce que je vous dis. Hein, bien sûr. Une vieillesse qui est terrible dans les milieux prolétaires, parce que là, en gros, on travaille jusqu'à la mort, pratiquement, ou alors c'est l'hospice. Une vieillesse qui est à géométrie variable dans les campagnes, dans les milieux ruraux, parce que, effectivement, le vieil homme qui ne peut plus travailler est souvent perçu comme une charge. Hein, et ça n'est pas... Alors, bien entendu, on vit au milieu des siens, hein, dans ces familles rurales, mais ça n'est pas forcément l'espèce d'horizon paradisiaque que l'on décrit parfois d'un vieillard vieillissant doucement et terminant sa vie au milieu des siens. C'est parfois plus dur que cela. On a quand même un certain nombre de réformes, et je vais y revenir. L'État commence à réfléchir, dans les années qui précèdent la Grande Guerre, l'État commence à réfléchir à une action en faveur des familles. Mais effectivement, ça se positionne dans une réflexion d'ensemble un petit peu sur justement la famille. En gros, que se passe-t-il de la part de l'État avant 1914 ? Eh bien, la famille est présentée selon deux grandes modalités, entre guillemets, selon l'appartenance politique, hein, en gros. Pour la droite catholique ou nationale, la famille, c'est d'abord et avant tout l'école du sacrifice. Hein, c'est un modèle autoritaire de la famille. En revanche, pour les élus, pour la strate de gauche anticléricale souvent, la famille est au contraire au cœur de l'épanouissement du citoyen. Et donc, effectivement, ces deux conceptions sont assez antinomiques. Ça s'inscrit aussi, bien entendu, ces réflexions s'inscrivent dans une plus qu'une tentative, des évolutions de laïcisation de la société qui sont très nettes, qui vont se voir à travers l'école, qui se voient aussi à travers la loi de 1884 sur le divorce, la réintégration du divorce qui avait été créé par la Révolution française, puis supprimé par la suite. Voilà ce que dit par exemple René Viviani. Alors, René Viviani, socialiste indépendant, c'est lui le chef du gouvernement, le président du Conseil en 1914. Il souhaite que la famille soit, pour la mère, je cite, vis-à-vis des enfants, sera l'égale du père. Donc une famille égalitariste et non pas une famille autoritaire. Hein, donc ça, c'est assez cohérent dans le discours de la gauche. Mais méfions-nous des caricatures, méfions-nous des stéréotypes. Lorsque, par exemple, sont votées les lois de 1881 et 95 qui autorisent la création des caisses d'épargne, une femme peut, à partir de la loi de 1895, créer un compte d'épargne sans l'autorisation de son mari. Qui sont les personnels politiques qui soutiennent les plus ces lois de 80 et 95 ? Ben, ce n'est pas la gauche, c'est au contraire la droite catholique. Pourquoi ? Parce que cette droite catholique voit dans ces lois, eh bien, un moyen
de tourner l'alcoolisme des maris, hein, de contrebalancer cet alcoolisme des maris. Donc, attention de ne pas caricaturer, le personnel politique de gauche n'est pas forcément celui qui soutient le plus des lois progressistes, entre guillemets. L'enfance, bah, bien entendu, l'enfance est un enjeu capital de la période en termes d'État, de vision étatique, puisque c'est la grande démarche des républicains à propos de l'école. Il s'agit de mettre la main littéralement sur l'école pour former des républicains. Donc il s'agit d'une démarche très idéologique, bien entendu très tournée contre l'Église catholique et contre les conceptions familiales de l'Église catholique. Hein, donc les choses bougent effectivement. Il y a des postures d'opposition hein, sur les rôles de l'État à travers la famille, mais il y a aussi des postures de rassemblement. La famille rassemble tout autant qu'elle divise. Par exemple, parmi les positions de rassemblement, eh bien, il y a effectivement la lutte contre la dépopulation. Elle est mesurée par tous. Et elle fait l'objet, si vous voulez, tant à droite qu'à gauche, pour le coup, de politiques qui essaient effectivement de mettre au premier plan, notamment la famille nombreuse. Alors, effectivement, on va avoir un certain nombre de créations. L'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française, hein, par exemple, en 1908, c'est le fameux docteur Bertillon qui est derrière cette association. On va voir apparaître le terme d'allocation de famille en 1900, hein, donc il y a des choses qui bougent. On va avoir en 1911 un groupe de défense des familles nombreuses, avec le député Landry notamment. Et en 1913, donc à l'extrême veille de la Grande Guerre, une première loi d'assistance aux familles nombreuses. Pour autant, à mon sens, on ne peut pas encore parler, si vous voulez, d'une vraie politique familiale de l'État. Hein. On n'est pas encore là, me semble-t-il, en 1914. Voilà pour quelques rappels qui me semblaient nécessaires de contextualisation, bien entendu, de ce que nous allons dire durant 2 jours. Deuxième pan de ce que je voudrais voir dans cette introduction. L'histoire de la famille a été profondément revisitée, révisée par une historiographie récente. C'est ce que l'on appelle l'histoire des représentations, l'histoire culturelle, appelez ça comme vous voulez. Tout le monde n'est pas d'accord sur un certain nombre de prises de position de cette école historiographique. Il y a eu des débats assez vifs. Il y a toujours des débats assez vifs sur certaines approches, mais il n'empêche que les objets scientifiques ont été, depuis une vingtaine d'années maintenant, considérablement élargis. C'est-à-dire qu'on s'intéresse au sein de la famille à un certain nombre de sujets qui ne seraient pas apparus comme de vrais sujets, entre guillemets, une vingtaine d'années auparavant. Rien n'est désormais interdit dans le champ de la recherche historiographique sur les familles. On a travaillé sur les relations entre époux, notamment sur les correspondances, et je pense bien entendu à l'ouvrage de Clémentine Vidal-Naquet. On a travaillé beaucoup sur l'histoire des enfants hein, dans la Grande Guerre, avec Stéphane Audouin-Rousseau ou avec Manon Pignot, son élève, un de ses élèves. On travaille même sur des systèmes peut-être plus comment dire, fragiles scientifiquement, l'odeur de l'ennemi ou des choses comme ça. Jean-Yves Le Naour a travaillé il y a quelques années déjà sur la sexualité, donc aucun sujet n'est désormais interdit et c'est très bien. Je rappelle que ça fait suite en fait à un article programmatique qui date quand même déjà de 1987, hein, de Michel Perrault, qui invitait les historiens à écrire une histoire du lien amoureux, par exemple, dans la Grande Guerre. Hein, donc, effectivement, il y a des choses qui ont bougé. 7 900 000 mobilisés hein, durant l'ensemble de la Grande Guerre. Sur ces 7 900 000 mobilisés, 4 millions d'hommes mariés, à peu près. Ça signifie effectivement une masse considérable de documentation littéraire, de lettres, d'échanges de lettres. Vous savez qu'on estime qu'il y a, venant du front vers l'arrière, chaque jour de guerre, on est sans doute à quelque chose comme 4 millions de lettres. Hein.
On n'a pas toujours les réponses des épouses vers les soldats. Ce type de lettre a plus disparu malheureusement que les lettres de soldats vers leur famille. Mais vous voyez la masse documentaire absolument gigantesque qui est disponible. Alors, effectivement, ces objets d'histoire, ces nouveaux objets d'histoire que sont désormais les éléments liés à la famille, au couple, aux liens amoureux, ont été profondément renouvelés, bien entendu, ces dernières années. Alors, notamment à travers les enfants, le travail de Manon Pignon peut être bien entendu cité. Je ne partage pas toutes ces conclusions, loin s'en faut. Je pense qu'à mes yeux, en tout cas, elle enfonce parfois quelques portes ouvertes, hein, et elle veut voir à tout prix une nouveauté absolue dans la Grande Guerre, ce qui peut faire débat, parce qu'il y a bien en arrière de la Grande Guerre des situations qui devraient être, à mon avis, davantage analysées. Mais soyons réalistes, revenons à l'essentiel. Cette Grande Guerre vis-à-vis des familles, ce sont de nouvelles expérimentations, de nouveaux champs qu'il convient, durant 2 jours, d'appréhender, d'analyser. C'est par exemple, bien entendu, l'absence de l'homme, l'absence du père, l'absence du frère, l'absence du mari. Hein. C'est une société, effectivement, qui se voit démasculinisée en partie seulement. Parce que s'il y a 8 millions de mobilisés, il y a quand même des hommes qui restent à l'arrière, et pas seulement des jeunes ou des vieillards. Hein. Il y a tout le débat que Charles Ridel avait abordé dans son très bel ouvrage sur les embusqués. Qu'est-ce qu'un embusqué? Qui sont ces hommes qui restent à l'arrière alors qu'ils sont en âge d'être au combat? Donc, la démassification de la masculinité pose effectivement un certain nombre de problèmes à cette société française, dans ses rapports à la guerre, et dans ses rapports, je dirais, à l'absence de guerre. C'est-à-dire, qu'est-ce encore une fois qu'un embusqué, hein? Et il y en a de fort célèbres. Jean Moulin, par exemple, est parfaitement embusqué par son père, élu de la République. Ces objets renouvelés du champ historique permettent aussi de penser, mieux que nous l'avions fait précédemment, les correspondances. La correspondance, me semble-t-il, je l'ai écrit en tout cas dans un certain nombre d'ouvrages, c'est ce qui permet au poilu de tenir, très clairement. Hein, c'est une béquille intellectuelle pour le poilu. L'heure de la réception des lettres dans les tranchées est une heure absolument fondamentale. Ça permet de maintenir le lien avec l'arrière, ça permet de maintenir le lien avec les familles, et avec la femme aimée notamment. Et notamment à travers aussi, pas seulement la correspondance, mais l'envoi d'objets, de menus colis. Combien de poilus demandent à leur compagne ou à leur épouse un châle, un gilet de laine ou des choses comme ça. Hein, ça, c'est absolument fondamental. Et ça, effectivement, nous savons mieux le mesurer aujourd'hui par un certain nombre de travaux historiques, mais effectivement, ce sont des démarches, hein, l'analyse des courriers entre familles, entre poilus et familles, ce sont des démarches que vous trouvez tout au long de la chaîne hiérarchique militaire. Je me permettrai de citer 2 ouvrages que j'adore personnellement, qui sont des recueils de lettres de poilus. L'un est un recueil de lettres paru en 1917 déjà, et qui est dû à un officier supérieur, c'est le lieutenant-colonel Bourguet, et l'autre, c'est Germain Cusack, c'est un simple 2e classe. Et que voit-on en commun, si vous voulez, dans ces 2 correspondances de poilus? Le lieutenant-colonel Bourguet, brillant polytechnicien artilleur, proche du général André au moment de l'affaire des fiches, très fusard, qui commande un groupement d'artillerie en 1914 et qui, pour monter en grade, il n'est que commandant à la veille de la guerre, pour monter en grade, demande de prendre la tête d'un régiment d'infanterie. Il passe effectivement lieutenant-colonel, mais quelques semaines après, il est tué le 25 septembre dans les grandes offensives de Champagne de 1915. Qu'écrit Samuel Bourguet, lieutenant-colonel Bourguet, à son épouse ou à son fils François? C'est tout à fait passionnant parce qu'on s'aperçoit qu'il suit à distance le cheminement de son épouse et le cheminement de son fils.
notamment, c'est Samuel Bourget qui, à distance par le biais du courrier, donne des conseils d'éducation à sa femme concernant leur fils. Eh bien, on retrouve ça totalement sous la plume d'un modeste gémeur des Landes qu'est Germain Cusack. Germain Cusack, lui, il est tué au réduit d'Avocourt en juin 1916, sur la rive gauche de la Meuse, de la bataille de Verdun. C'est un très modeste gémeur, mais ses lettres sont intéressantes, voire passionnantes, parce qu'il nous montre combien le simple poilu donne lui aussi des conseils à distance à son épouse. Et des conseils terriblement précis. Il se renseigne sur la scolarité de sa fille, qui a 4 ans, 5 ans, qui est encore en bas âge, mais voilà, il la suit de près. Il donne aussi des conseils à son épouse en ce qui concerne l'engraissement du veau. Il lui dit, fais-lui manger du sel, comme ça il va être obligé de boire, comme ça il va grossir, comme ça on le vendra plus cher. Donc vous avez à distance un simple 2e classe qui continue de gérer la ferme en quelque sorte. C'est tout à fait passionnant. Donc effectivement, un bilan historiographique concernant la famille, dont vous allez avoir la preuve par les différentes communications qui vont se succéder pendant 2 jours, qui ont été renouvelées très largement depuis une vingtaine d'années. Les modifications fondamentales dues à la guerre, vous les connaissez tous, bien entendu. C'est d'abord le développement du travail féminin. Ça vient déstructurer les familles aussi, mais un développement du travail féminin qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un phénomène de rattrapage, souvent, par rapport à ce qui se passe à l'étranger, et qui est à titre temporaire, en quelque sorte, en tout cas dans l'industrie. Il est un lieu, une activité productrice où les femmes resteront, effectivement, après la Grande Guerre. C'est plutôt le tertiaire, c'est la demoiselle des postes, c'est la secrétaire. Le secrétaire devient la secrétaire. C'est l'enseignement, la féminisation des instituteurs notamment. Bon, ne serait-ce que par le fait que la profession d'instituteur est celle qui a versé le plus de sang à la France, en proportion de sa population. Ça pose bien évidemment plus généralement la place des femmes. Ça crée effectivement aussi des tensions sociales, parfois, durant cette Grande Guerre. Ça pose notamment la question fondamentale d'une société qui aurait été ou pas tout entière et en permanence tendue vers la guerre. Et là, il y a des débats assez vifs entre historiens. Alors, pour terminer, un 3e pan, si vous voulez, rapidement, l'action de l'État dans la guerre se fait sentir dès les débuts de la guerre par quelque chose qui est aujourd'hui, qui nous paraît évident, mais qui n'allait pas de soi en 1914. C'est le fait que l'État, dès le 5 août 1914, donc 3 jours après la mobilisation et 2 jours après la déclaration de guerre, décide de verser une allocation financière aux femmes de mobiliser. Alors, ça nous paraît évident aujourd'hui dans notre État assistant, en quelque sorte, mais ça n'allait pas de soi du tout à l'époque. Cette allocation aux femmes de mobiliser, vous la connaissez, elle est d'1,25 franc par jour et de 0,50 franc en plus par enfant. Alors, 1,25 franc par jour, vous allez me dire, ça fait à peu près quoi? Ça fait à peu près 4 € d'aujourd'hui, c'est pas avec 4 € qu'on vit. Certes, aujourd'hui, mais à l'époque, oui. Et cette allocation d'1,25 franc par jour, elle est insuffisante pour vivre en ville, mais elle est généralement suffisante pour vivre dans les campagnes. Donc, vous avez quelque chose qui est fondamental à mes yeux, c'est que pour la première fois, vous avez un État qui s'engage financièrement pour venir en aide aux femmes de mobiliser. Alors, bien sûr, dans la perspective d'une guerre courte, puisque tout le monde est persuadé que la guerre sera courte, y compris les décideurs militaires, y compris les décideurs financiers et étatiques. La Banque de France fait des avances au jour le jour au gouvernement et n'envisage absolument pas un financement de la guerre à long terme, bien sûr. Personne ne pense à cette guerre à long terme. Mais la guerre s'installe et l'allocation est réévaluée, puisque effectivement en août 1917, pour faire face notamment à l'inflation,
eh bien, l'allocation qui était d'1,25 franc par jour passe à 1,50 franc par jour, et l'allocation qui était de 50 centimes par jour et par enfant passe à 1 franc par jour et par enfant. Hein? Donc on a bel et bien un engagement de l'État, un engagement financier. Mais on a aussi un engagement moral, par une loi qui est moins connue, mais qui me semble symboliquement importante. C'est la loi du 4 avril 1915. Cette loi du 4 avril 1915, elle autorise le mariage par procuration. Hein? C'est-à-dire qu'un soldat sur le front va être autorisé à se marier sans venir physiquement. Alors, quand on regarde effectivement les résultats de cette loi, on s'aperçoit qu'elle est bien davantage symbolique qu'elle a une importance réelle, puisque au total, entre avril 15, date de la loi, et avril 21, on a 6240 mariages par procuration, c'est-à-dire rien, hein, c'est-à-dire moins de 1% des mariages totaux. Mais il n'empêche, effectivement, l'État a pensé ce type de mesure. Dans certaines régions de France, ces aides financières de l'État sont capitales. Je pense à des régions d'insularité, je pense notamment à la Corse, où sans les aides financières de l'État aux familles, eh bien, la Corse aurait littéralement crevé de faim. Alors, il reste, à la fin de la guerre, la partie visible du traumatisme guerrier, touchant les familles. Ce sont bien entendu les veuves et les orphelins. Alors, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais j'ai étudié il y a quelque temps une statistique proposée par Humbert Ricolfi. Humbert Ricolfi, c'est le vice-président des députés anciens combattants en 1919, donc il appartient au parti démocrate et social. Et il avance quelques chiffres. Alors je m'excuse, j'aurais dû faire un tableau et puis vous présenter ça sur PowerPoint, mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait, je plaide coupable. Nous avons environ 650 000 veuves en France au sortir de la guerre. Sur ces 650 000 veuves au total, on en a grosso modo, j'ai les chiffres exacts, mais je vais vous faire quand même un petit résumé, on en a 180 000 environ qui sont sans enfants. Hein? Mais on en a 248 000, 249 000 avec un enfant, et on a 6 veuves qui ont plus de 10 enfants. Hein? Donc, au total, si vous voulez, nos 650 000 veuves, ça fait grosso modo 804 972 orphelins. Voilà, la guerre, elle est là. Et la guerre, c'est cette gigantesque gifle pour les familles françaises. C'est la mort, bien entendu, c'est les 1 400 000 morts français, mais c'est 804 000, 805 000 orphelins, et c'est effectivement les 650 000 veuves. Effectivement, on voit du coup des mouvements émerger, notamment pendant la guerre, le 30 mai 1915, la constitution de la mutualité des veuves de guerre. C'est-à-dire que vous avez les veuves de guerre qui vont commencer à se prendre en charge elles-mêmes et qui vont faire pression sur l'État. Et puis, je ne veux pas faire de la sociologie de supermarché, mais ces veuves, dans le paysage urbain et rural de l'époque, ben, vous les voyez, parce qu'elles sont en noir, elles portent le deuil. Et donc, vos villages français et vos villes françaises sont marqués visuellement par ces taches noires que sont les veuves. Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre la déstructuration, effectivement, partielle, en tout cas, des familles dans la Grande Guerre. Et si je me réfère aux travaux anciens, maintenant, qui remontent au début des années 2000, mais toujours d'actualité, d'Olivier Farron, travaillant sur les orphelins de guerre, sur les pupilles de la nation. En 1929, encore, 1929, il y a encore 630 000 veuves qui reçoivent des pensions de veuvage. Hein? On estime, enfin Olivier Farron estimait, que sur les 650 000 veuves à peu près, 262 500
se sont remariés. Hein, ce qui pose aussi, effectivement, une question sociologique importante. Hein, le remariage, qu'est-ce que le nouvel époux va accepter, en quelque sorte, de l'ancien et du veuvage de son épouse. 262 500 veuves sont remariées avec 157 500 orphelins. Donc vous voyez la massivité, bien entendu, du phénomène. Et puis, toujours selon Olivier Faron, eh bien, la moitié des veuves ne se remarient pas. Et donc là, vous avez effectivement une thématique sur laquelle je vais conclure, mais qui est à mes yeux capitale. Ce sont les phénomènes qui ont été bien montrés par un certain nombre de chercheurs, les phénomènes de deuil. Les phénomènes de deuil qui durent durant, effectivement, toutes les décennies de l'entre-deux-guerres. Voilà, je m'excuse d'avoir été peut-être un peu long, mais il me semblait nécessaire de poser les jalons d'un certain nombre de réflexions que vous allez suivre maintenant avec de vrais spécialistes que je ne suis pas, puisque ma vraie spécialité est plutôt l'expérience combattante. Merci à vous et on continue le travail.